Donc c'est une session, donc on a jusqu'à 18 heures, sur la question de la double peine, l'exclusion sociale et l'exposition aux perturbations environnementales. Et donc on va pouvoir évoquer ce sujet avec Hyacinthe Naré et Denzil Fernandez. On remercie beaucoup d'être présents parmi nous, qui ont des agendas internationaux importants. Donc vraiment, très sincèrement, merci beaucoup de prendre le temps de nous partager votre point de vue, votre réflexion et votre expérience sur ce sujet. Vous allez le voir, on a choisi d'aborder le sujet autour de deux focus. Un focus autour de la question de l'agriculture et puis un focus plutôt tourné autour des villes et des métropoles autour de la question du transport. Je présente donc Denzil Fernandez, qui est jésuite, qui appartient à la province de Goa et qui est actuellement directeur exécutif de l'Indian Social Institute à New Delhi, un institut jésuite de recherche sociale en Inde. Il est également rédacteur en chef de la revue trimestrielle Social Action, une revue approuvée par l'Université Grants Commission. Il est titulaire de 2 diplômes d'études supérieures en économie et en politique de l'Université de Pune. Il a obtenu un doctorat en sciences sociales du Tata Institute of Social Sciences à Mumbai en 2012 pour son travail sur les réseaux sociaux dans le marché du travail de la construction à Goa. Il siège au conseil d'administration de plusieurs institutions, dont l'Indian Social Institute de Bangalore, le Xavier Institute of Social Service de Ranchi et l'Agriculture for Food Production de Delhi. Il est co-auteur des livres Submergence of Justice en 2007 et The Unraveling en 2019. Il est également co-éditeur de l'ouvrage Labour Migration in Post-Liberalization Era, la migration de la main-d'œuvre dans l'ère post-libéralisation en 2019. Donc il a une actualité littéraire très présente. Et il a écrit plusieurs articles dans des revues réputées sur l'économie du travail, la politique, la migration et le développement durable. Et puis Hyacinthe Naré, qui est consultant en changement climatique et transport durable auprès du Conseil international sur les transports propres. Son travail se concentre sur la région de l'Afrique. Dans ses recherches, il examine comment les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques locaux provenant des véhicules affectent négativement à la fois les émissions de l'environnement et la santé des populations en Afrique de l'Ouest. Hyacinthe est partenaire du CERAP, le Centre de recherche et d'action pour la paix basé en Côte d'Ivoire. Auparavant, il a travaillé comme boursier international en politique climatique pour le Conseil de défense des ressources naturelles et boursier de recherche sur le climat et l'énergie de l'Institut de ressources mondiales, 2 organisations basées à Washington. Il a soutenu ses travaux au sein de plusieurs institutions internationales et aux conférences et réunions auxquelles il participe dans l'environnement des Nations Unies. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'African Environmental Policy Makers. Hyacinthe est originaire du Burkina Faso. Il est titulaire d'une maîtrise en gestion de l'environnement avec une double spécialisation en énergie et en environnement. Business, voilà. Et il a bénéficié de la bourse de Fulbright et de Cameron Spitt. Nos interventions seront enregistrées en audio. Une introduction très rapide, parce que tout ce qu'on a vu aujourd'hui nous a bien posé le décor. On connaît le diagnostic, donc 40% de l'emploi mondial dépend directement des services rendus par les écosystèmes naturels. Services des écosystèmes naturels, ce sont la capture du CO2, la production d'oxygène, l'épuration naturelle des eaux, la pollinisation, la production d'humus. Et l'OIT prévoit que la hausse des températures suivant un scénario optimiste entraînera la perte de 72 millions d'emplois dans les 10 prochaines années. Donc les plus pauvres seront les premiers concernés parce qu'ils dépendent le plus des écosystèmes naturels qui vont se dégrader du fait des sécheresses ou des phénomènes climatiques violents. Ce phénomène est aggravé d'une part par les logiques du capitalisme financier agressif qui accapare les richesses naturelles, dégrade les sols, détériore les forêts, pollue les eaux, et d'autre part par les logiques des sociétés de consommation qui renforcent la pression sur les petits agriculteurs et les prix des denrées alimentaires.
Or, les décisions politiques qui doivent prendre en compte la complexité des enjeux économiques, financiers, sociaux, culturels et écologiques ne sont pas prises. Et du coup, nous proposons d'avoir un peu un focus plus précis, incarné, ancré de ces phénomènes et leur impact sur les pays et les populations où sont engagés nos deux témoins. Et donc on leur a demandé de nous présenter un peu les impacts que l'évolution climatique avait sur les populations, sur les terres et les projets agricoles, et puis de nous proposer des pistes d'avenir. Donc ça, c'est le premier round, et ensuite on aura un round autour de la question des villes et du transport. Et du coup, je propose à Denzil de s'installer et de pouvoir nous faire sa présentation. Good afternoon to each one of you, and I really appreciate the efforts of SERAS in bringing out this research on future of work within the ecological transition. Now, coming to my topic. Yes. So I'll first present to you about agrarian labor in India and how this whole ecological question is affecting farmers and especially in rural India. First, I just want to present to you the changing structure of the Indian economy. And if you see over there, agriculture, which was 35% of the GDP in the 80s, now is 14% of the GDP. However, employment, which was 68% of the GDP in the 80s, has come down to 47%, and that was in 2012, so it is even less now. Now it is very difficult to get genuine data because data is being fudged by the government. And if you look at this, if you look at the share of employment, you see that most of the people who are moving out of agriculture is going into construction and services. So you see a huge jump in the share of employment over there. Now, this is just a graph just to show precisely that while services is increasing, industry is more or less stagnant. Agriculture has been declining. And if you look at the share of employment in agriculture, it has been declining, as I've been told. This is just a graph. Okay. Now, every year before the budget is presented, an economic survey of India is presented to Parliament. And in this survey, this is a government report. This is not any other report. The government report itself says that climate change will reduce farm incomes by 20 to 25% in the next 20 years. And especially, it will be very bad for rain-fed areas, which account 60% of farmers in India. And if you look at the effect of climate change on agriculture, this is the reduction of income. There are two types of crops in India. One is Kharif crop, what is known as Kharif crops, which is grown during the monsoon season of June to October. And then the other, on the right-hand side, you see Rabi crop, which is a winter season crop that is normally grown from November to April. So over here, extreme temperature shocks will result in a decline, a reduction in income in Kharif as well as Rabi crop. I don't want to mention the numbers. You can see it for yourself. Extreme temperature shocks, extreme rainfall shocks leading to floods, even 1 degree Celsius higher temperature will reduce incomes and
even 100 millimeters less rainfall is going to have a huge impact, especially during the monsoon season, that is the rainy season in the country. So this is a government report saying, and a government report is normally very conservative. This is a data on the change in crop yields. Over here also it is the same. So when temperatures are increasing, over the years it is assumed that the temperatures will increase and the crop yields will decline. And the brown bar indicates the amount of effect, negative effect that will have on crop yields. So the consequences of climate change is tremendous in agriculture in India and South Asia, especially in India. 8.6 million farmers are moving out of farms every year, okay, from 2001 2011. And agriculture yields will decline, as I've already mentioned. Climate change also could depress consumption among India's poor by at least 18%. These are, scientific studies that have made these claims. Agriculture is unable to employ agricultural labor, and therefore there is a loss of opportunity to work. Now in India, see, there are people who are cultivators, while there are some others who are landless, and they are normally the Dalit caste, known as untouchable caste, which, we have a caste system. And over here, they will be affected the most. So this, when we are talking about the effect, how the poorer people will be doubly affected, not only because of climate change, but because of their marginalized status in society. So the Dalits or the low castes will be affected, indigenous people, tribals will be affected, and other discriminated sections of society. Climate change will also result in frequent floods and droughts, which will adversely affect food grain production, including other things like fruits and vegetables. Groundwater also will decline. Availability of water for agriculture also will reduce agricultural production. Now, what is being done is to boost food production. They are trying these GMOs, they are trying to use chemicals, but in the long run, it has, initially there may be increased yields, but then it poisons the soil, as you already heard, and things will get worse in the long run. So also food prices will increase for all consumers, so again the poor will suffer. Soil erosion in coastal areas and riverbanks will also affect agriculture. Biodiversity degradation will also affect agriculture, and the food security situation will also decline, and therefore the health of the people also will decline. You know that India is the home for the largest number of malnourished children in the world. So this is just a situation, this is the present day case scenario as far as food insecurity is concerned, and you see that Africa is quite bad. And if in the worst case scenario, India is also going to be seriously affected. So climate change, I just brought this picture just to show you that climate change will affect South Asia and Africa the most. Okay, so that is what I want to. Again, these are certain impacts of climate change. Agricultural zones will shift northwards. Fresh water availability will decline. High temperatures will decline food grains yields. Demand for irrigation water will increase, especially in arid areas. Heat stress limits the expansion of livestock, so the farmers
agrarian economy also depends on livestock, so they also will be affected. So given this, what is the sustainable way forward? I think improving food security and increasing crop productivity is important, but this requires a huge investment in small and marginal farmers, using maybe technologies, weather market information, more credit, risk management, social protection. So a sort of an ecosystem should be there for farmers to improve their productivity. Then we have to reduce agriculture's environmental impacts as well. So water conservation mechanisms, sustainable and efficient practices in agriculture and livestock management, efficient production and consumption is also suggested. Social protection measures. So social protection is very important for farmers because due to various factors, and with these climate change, there's going to be a lot of changes. Maybe a lot of crops will be destroyed, and they need, sufficient social protection to manage their risks as well. That also, to have these, ecological transition, finance is also required, and so finance is important for the development of climate-smart food production systems, probably heat-tolerant crop varieties, and so on and so forth. And increasing forest cover and forest protection measures is also one thing that can be considered. So these are some of the measures which I thought I could share from our perspective. Now over to you. Merci beaucoup. Hyacinthe, donc avec toi on fait un tour vers le Burkina Faso. Merci beaucoup. Et Denzel a déjà présenté le cas général. Alors, ma présentation sera juste un petit aperçu de ce qui se passe au Burkina en termes de double peine. Alors, on a enlevé tout ce qu'il y a comme figure, tout ce qu'il y a comme chiffre, parce que Denzel a largement parlé de la problématique du changement climatique dans les pays en voie de développement. Alors, ma présentation sera succincte et va s'appuyer sur juste le cas d'un groupe en Afrique de l'Ouest en général. Alors, il s'agit de la double peine que subissent les femmes. Alors, je voudrais présenter la discrimination sociale que vivent les femmes, leur travail, ensuite, comment elles sont vulnérables aux défis environnementaux et puis des approches de solutions. Ici, nous voyons des femmes au Burkina Faso en train de travailler la terre en saison des pluies, en saison hivernale. Alors, l'approche que j'ai adoptée s'agira de parler de la discrimination sociale, de comment ces femmes sont vulnérables aux défis environnementaux et comment tout cela s'applique à leur travail au quotidien. Alors, de façon succincte, que vivent les femmes en Afrique de l'Ouest? De façon générale, nous avons un accès limité à la terre. Alors, pour ceux qui sont familiers au contexte, très souvent, quand il s'agit de répartir ou de donner des droits à la terre, il y a encore beaucoup de communautés dans lesquelles les femmes n'ont pas droit à la terre. Donc, on répartit les terres et ces terres vont uniquement aux hommes. Et cela est encore très répandu.
Bien sûr, il y a l'accès à l'éducation dont tout le monde parle. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes une femme, alors on estime dans beaucoup de communautés que votre place est souvent ailleurs. Ensuite, l'accès aux capitaux et à la finance est limité. Et bien sûr, il y a un phénomène d'entraînement parce que quand vous n'avez pas la terre, il va sans dire que c'est difficile d'avoir des capitaux et c'est difficile d'avoir des sources de financement. Et enfin, il y a la protection sociale. Alors les femmes sont vulnérables et ne bénéficient pas de protection sociale dans beaucoup de communautés. Donc de façon succincte, voilà une approche de discrimination sociale que vivent les femmes en Afrique de l'Ouest, qui est la zone dans laquelle j'ai beaucoup travaillé, particulièrement dans les régions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe 16 États. Alors, quel est le travail des femmes de façon générale? En Afrique de l'Ouest, surtout dans les zones rurales, la femme a deux sortes de travail en général. Il y a le travail domestique, où la femme supporte le poids de la famille, la femme supporte les travaux à la maison, mais en même temps, la femme effectue des travaux agricoles qui sont très souvent des travaux d'agriculture de subsistance. Donc, vous sémez, vous cultivez, vous récoltez ce que vous avez eu. Ça peut être le haricot, ça peut être le sorgho, ça peut être le mil, et c'est ce que vous utilisez en général à la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe? En plus du travail domestique, il y a ce travail-là agricole qui, bien sûr, dépend des aléas climatiques. Alors, ces dernières années, on en a beaucoup parlé. On a eu des problèmes de pluie au Burkina Faso, au Niger, et ces phénomènes-là ont des impacts sur les familles, parce que vous n'avez pas récolté assez, alors il devient difficile de supporter la famille pendant une année en attendant les prochaines saisons des pluies. En plus, ce travail domestique, quand on remarque, c'est un travail qui n'est pas reconnu comme étant un travail. Donc, ce travail, il n'est pas payé, bien sûr, mais il n'est pas reconnu quand on parle officiellement du travail. Voilà. En termes d'environnement, bien sûr, il y a le changement climatique et dans toute la zone du Sahel, nous avons des sécheresses. Par moments, nous avons des inondations, donc les phénomènes se produisent en extrême. Il y a aussi, pour le cas du Burkina Faso, un développement minier, parce que le Burkina Faso est le 4e producteur d'or maintenant en Afrique. Donc vous avez ces grandes compagnies minières qui viennent, qui prennent de larges superficies pour exploiter les mines, et très souvent le contrôle de ces activités n'est pas toujours ce qu'il faut. Alors il faut beaucoup de surveillance, il faut beaucoup de capacité pour superviser l'activité de ces industries minières-là. Et en termes d'adaptation, il faut des ressources pour que cette femme-là puisse s'adapter au changement climatique. Alors, avec le changement climatique et les sécheresses, quel genre de maïs devrons-nous s'aimer? Quel genre de mil devrons-nous s'aimer pour que ces semences-là puissent résister au changement climatique? En conséquence, on remarque également que beaucoup de communautés sont obligées de migrer, donc de se déplacer, de quitter ces terres arides et d'aller vers d'autres terres. Alors, des approches de solutions. Ici, nous voyons un article qui est paru l'année passée où il y a eu une crise alimentaire avec les Nations Unies qui appellent à éviter le pire au Sahel. Alors, en termes d'approche de solutions, bien sûr, il faut l'éducation pour aider les femmes à s'adapter au changement climatique, leur apprendre les techniques de culture, leur donner la formation indispensable pour qu'elles puissent faire face à ces défis-là. Ensuite, il y a le travail informel des femmes qu'il faut reconnaître comme étant un travail, notamment le travail domestique. Il y a la protection sociale et la gestion des risques dont les femmes ont besoin pour faire face au changement climatique, mais en même temps, il y a la responsabilité sociale des entreprises qui viennent pour leur faire comprendre que cette responsabilité-là va au-delà de simplement construire des écoles et faire croire aux communautés qu'elles s'intéressent à ces communautés-là.
cette responsabilité doit être beaucoup plus profonde en donnant du travail digne aux populations, du travail digne aux femmes et en ayant une approche surtout transparente vis-à-vis de leurs activités. Donc voilà en gros l'exemple de l'Afrique de l'Ouest et notamment du Burkina et du Niger. Et pour donner un dernier exemple, on a vu récemment dans ces pays-là, quand on a fait une analyse du lait maternel des femmes qui vivent à proximité de certaines zones d'activité, ils ont trouvé des polluants toxiques dans le lait maternel et ce sont des choses qu'il faut rendre de plus en plus transparentes. Donc voilà en gros présenter la double peine que les femmes vivent en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la peine sociale et il s'agit de la peine environnementale. Et ces deux peines influencent leur travail, que ce soit le travail agricole ou le travail en famille. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et dans la préparation, on a trouvé intéressant de se poser la question. Donc là, c'est la situation dans les territoires plutôt ruraux. Et quand les territoires sont bien épuisés, les gens migrent en ville. Et on souhaitait demander à nos témoins, et qu'est-ce qui se passe en ville, à la fois du point de vue environnemental, et puis avec la question du transport, comme une problématique que rencontrent les travailleurs pauvres. Pour aller travailler, il faut se déplacer, et le transport est aussi une source de pollution qui augmente le problème qui existe dans les villages. Donc on va avoir deux approches un peu complémentaires sur la situation donc, en Inde, avec Denzil, sur la question des villes et du transport pour les travailleurs. Yeah, having heard about the agrarian crisis and in India, South Asia and Africa, yeah, so I come to the issue of the urban areas, what's happening to the issue of transport and access to work in our country. Now this is a graph of the rural population and urban population. So far we have a large rural population. In the last census that was in 2011, the rural population was around 68%, 69%, and urbanization was between 31 and 32%. But it is predicted that in 2050, more people will be living in cities. So there is a transition from urban areas, from rural areas to urban areas. The entire focus of policy is to improve infrastructure and build more and more cities so that people move to cities, and there is less investment in the rural areas. And this policy of the government is going on, in such a flow that this is what is predicted. But this prediction is, I think, could be disastrous, and I think we'll have to rethink on whether this pace of urbanization
is the best way forward for us, because we are a country of over 130 billion people, no, 1.3 billion people. So that is, and it's going to increase by 2050. It will touch, because we will be overtaking China as the most populous country in the world. So is this way of proceeding the right way of proceeding is a big question. Now, why is this rise in urbanization? As I mentioned, there is a lot of rural distress due to agrarian distress. Agriculture is not a sustainable livelihood. So a lot of people are moving to urban centers as opportunities for employment is there in urban centers. But whether the employment is quality employment or precarious employment, that is a big question. Then we, as I told you, this agrarian distress is so bad that, Vandana Shiva was talking about suicides. In India, around 15,000 farmers commit suicides every year due to crop failure and inability to pay debts. And we have such a oppressive credit system where money lenders lend for 60% or even more interest every year. So money lenders have been extremely exploitative. So increase in population is leading to an increase in the number of urban centers. And we have now in the last census, we have over 4,000 urban centers in our country. That means places which have more than 100,000 people is considered, an urban center. So, so what are the issues of these urban centers? Urban centers, for example, in Delhi is a place where we have 22 million people. It has one of the worst air quality in the world. So it's one of the most polluted cities in the world. And if you look at the pollution levels, vehicular emissions contribute 41% of the pollution. Dust, especially construction dust, is 21% and industry is 18%. During festivals like Diwali, due to crop burning and firecrackers, that increases pollution so much, it hits the maximum level that cannot be measured. 999. So that is the pollution level, especially sometime in October. So air pollution is a health hazard, and it is estimated that 1.5 million people die every year in India due to air pollution, and 2.2 million children suffer from chronic respiratory illnesses. So this is the situation, and this already an alarm was raised in the 90s, but somehow the auto industries managed to suppress data and research related to this and did not allow research showing that pollution affects public health. And for over 20 years, everything was going on as normal until very recently air quality monitors were introduced, and we realized that air pollution is in such a bad state. Then in addition to air pollution, we have slum areas. As you know, housing is a huge problem. 65 million people are living in urban slums in India. In Delhi itself, 1.8 million people live in urban slums. Then there is a lot of pressure on infrastructure and civic amenities, education, health, public transport, housing, water, electricity, sewage, solid waste management. So all these urban related issues are under pressure because of so many people coming to urban centers. So, public transportation, is unable to cater to urban expansion. And therefore, since the government is unable to provide adequate
public transportation, we have private transport, but private transport is naturally expensive. And again, the poor are at the receiving end. So here again, we have, the whole double penalty issue. The poor are not only affected by the pollution, but also they are affected because, because transport is expensive. We have a huge increase in private vehicles, resulting in traffic congestions. Today itself, we have Vandana Shiva, who could not come over here on time because of that. And the accident fatality rate is the highest in the world. It's 11.6 deaths per 100,000 people. So this is the situation of transportation. So what is, this is not what I am saying, but this is what most people are saying. What is the future of transportation? So, there are a lot of people who are thinking of the future of various issues, and one of the issue is future of transport. So they are stressing on efficient, smart, safe, better coordinated public transport involving metro trains, mass rapid transit system, and so on. More and more cities are now having a metro system. Delhi started having from 2002, and now the metro system is developing. It is not fully developed, but it is still, phase by phase, it is continuing. So just as in Delhi, other cities like Bangalore, Jaipur, and various other cities are also introducing this metro trains and so on. So public transport is being, revamped, trying to make it more efficient. But this is a very long process, because India is a huge country and populations are huge. So this is going to take a long time. Public transport also should be based on renewable energy. Now, a lot of public transport was based on diesel, but diesel was found to be polluting, so they went to gas, and now slowly, electric vehicles have been introduced. So this is again going to be a long process. Private transportation with low carbon, fuel efficient vehicles driven on also driven on renewable energy or electricity. So that is again proposed as the future of urban transport. Due to extreme weather conditions, especially Delhi gets very hot, 46 degrees sometimes, and so people need air-conditioned public transportation. High-tech app-powered public transportation also will come at a high cost and may exclude marginalized groups. Okay, so this is another aspect which is proposed, but app-powered public transportation may also reduce the cost of urban transport. So we have to see whether certain things that are introduced benefit the larger public or not. So different things are being introduced in phases, and we are in the process of ecological transition, and these certain initiatives are introduced to try to improve urban transport in India. So this is all I can say about urban transport in our country. Merci beaucoup. Donc on va passer en Afrique. Celui-là. Avec ça, sur les... C'est celui-là. Alors, en
en plus de ce que Denzel vient de présenter, je veux juste donner l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. Alors, si nous prenons le personnage fictif de Raoura, qui quitte la zone rurale et qui arrive dans la capitale Ouagadougou, alors il se rend compte de tous les défis de l'urbanisation. Alors, ce qu'on remarque en Afrique de l'Ouest, c'est que le taux d'urbanisation est en croissance très rapide. Et d'après le World Urbanization Prospect, déjà beaucoup de villes ont du mal à recevoir ce flux de personnes venant en ville. Alors que ces villes doivent être préparées à recevoir ces personnes qui quittent les zones rurales et qui viennent vers ces villes-là. Alors voilà une courbe pour le Burkina Faso qui a été réalisée par le World Urbanization Prospect. Et quand on regarde en vert, il s'agit des personnes qui vivent en zone rurale. Et quand on regarde en rouge, il s'agit des personnes qui vivent en ville. Alors on voit que ces deux courbes évoluent en sens inverse. Alors la rurale est en train de descendre rapidement et celle de la ville est en train de croître. Et donc, d'ici le milieu du centenaire, on va se retrouver à une proportion à peu près égale. Alors à droite, on a un exemple du trafic à Ouagadougou. Donc vous voyez les vélos, vous voyez les motos et vous voyez les véhicules et tout le monde en même temps. Mais il y a un groupe que vous ne voyez pas. Il s'agit de la majorité de la population qui continue de marcher. Et ce groupe, vous ne les voyez pas parce que l'infrastructure publique ne prévoit rien pour ce groupe de la population. Donc ces populations sont carrément mises de côté. Alors, et dans le cadre du travail, ce monsieur qui vient en ville, qui fait face au défi de l'urbanisation, c'est en même temps difficile pour Raoura de trouver du travail. Quand on regarde, un Burkinabé sur deux a moins de 15 ans. Et 48% de la population a moins de 15 ans, donc environ 50%. Et cette population jeune mettra une pression beaucoup plus grande pour l'emploi, sur l'emploi. Alors, il y a un manque d'emploi, le taux de chômage, l'exclusion du marché de l'emploi et l'inégalité des revenus, et tous ces facteurs-là sont de sérieux problèmes en ville. Mais en même temps, il y a une caractéristique de l'emploi en Afrique de l'Ouest. Il s'agit du secteur informel. C'est un secteur qui est très développé. Alors, il s'agit des petits commerçants, de ceux qui sont dans le transport informel, des petits restaurants. Et cette part du travail informel est très grande quand on considère l'ensemble de la population active. Alors, dans ce défi du travail, il devient difficile si on ne donne pas des outils à ces travailleurs-là de faire face aux différents changements dans le milieu du travail. Donc vous êtes un petit tailleur ou un petit commerçant, vous pouvez vous retrouver sans emploi, même s'il est informel, du jour au lendemain, si ce travail-là est réalisé par d'autres personnes beaucoup plus compétentes ou si ce secteur-là se transforme. Alors, donc, il y a un problème de justice sociale sur l'accès même au lieu du travail en ville. Très souvent, M. Raoura, qui est arrivé à Ouagadougou, il ne peut pas se permettre un logement en ville. Alors, la seule chose à faire, c'est de prendre un logement informel à la périphérie de la ville. Donc, ces logements sont généralement informels, sans électricité, difficulté d'accès à l'eau potable et en même temps très loin du lieu de travail et sans infrastructure publique pour avoir accès à ces lieux-là. Alors, il va marcher ou aller à vélo. Ici, vous voyez une image où il est en train de traverser la voie à vélo pour aller au travail. Notre infrastructure, parce qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes en train de construire notre infrastructure en ce moment. Tout à l'heure, en plénière, on parlait de rénovation thermique ici en Occident, mais en Afrique, il s'agit de construire l'infrastructure en ce moment. Malheureusement, nous construisons notre infrastructure, dans la plupart des cas, sans tenir compte des pauvres. On construit notre infrastructure pour les voitures et à peine si on pense aux piétons ou aux vélos. Alors, ces personnes-là marchent pour aller au travail avec moins de dignité, font face à la chaleur, font face à la pluie et aux accidents.
Et elles sont obligées de le faire pour pouvoir avoir accès à leur lieu de travail. Et il s'agit d'un problème de construction des villes équitables pour tous. Mais en même temps, étant donné que tous ces travailleurs sont dans le domaine informel, ce qui veut dire que très souvent ces travailleurs sont aux abords des grandes voies. Il y a le problème de pollution provenant des véhicules. Et j'ai fait d'énormes travaux dans ce domaine en Afrique de l'Ouest. Où est-ce que vos véhicules seconde main en Europe ici vont? Ces véhicules-là vont en Afrique. Vous n'avez plus besoin de votre véhicule, il est vieux, il ne respecte plus les normes. Où est-ce qu'il va? Vous ne le voyez plus dans les rues de Paris. Il est quelque part dans une capitale africaine. Parce qu'il est moins cher de les envoyer là-bas. Et compte tenu du coût d'achat qui est bas, et compte tenu du manque d'infrastructures publiques et de transports publics, il atterrit dans les rues d'une capitale africaine. En conséquence, nous avons une pollution croissante liée à ces véhicules-là. Ici, nous voyons une capitale africaine durant un jour ordinaire et on voit le niveau de pollution. Alors, bien sûr, Denzel en a déjà parlé. Voilà, ici, nous voyons les émissions des véhicules, les polluants qui proviennent des émissions des véhicules. Nous avons les particules fines, nous avons les oxydes d'azote, et j'en passe. Alors, je donne souvent mon exemple. On a tous ces cas élevés d'asthme. Je suis ici d'une famille de 5 enfants et nous avons 3 cas d'asthme sur 5. Et je pense que c'est vraiment élevé. Et sans compter tous ces problèmes de mort prématurée et tous ces problèmes respiratoires et tous ces problèmes d'asthme. Mais en même temps, étant donné que nous avons beaucoup de véhicules au gasoil, selon l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer, le carbone noir qui est beaucoup émis par les véhicules non contrôlés, qui circulent, qui fonctionnent au gasoil, est cancérigène. Et ça a été démontré par l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer. Malheureusement, comme je le dis, beaucoup d'activités sont en plein air et comme ces phénomènes sont aussi liés à la distance que vous avez par rapport à la source qui émet ces polluants, vous voyez que toutes ces personnes, la dame qui vend ses bananes au bord de la grande voie ou le monsieur qui marche ou qui habite au bord de ces grandes voies est directement exposé. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, ce sont des villes équitables. Absolument. Il va falloir que nous mettions des politiques en place pour que nos villes soient construites en incluant tout le monde. Que chacun puisse soit marcher, soit aller à vélo ou en véhicule, mais avec le même niveau de dignité, sans frustration. En même temps, il faut développer l'accès à un logement décent pour tous ceux qui viennent en ville pour chercher du travail. Bien sûr, il y a les transports en commun qu'il faut développer, mais en même temps, penser aux transports dans un cadre plus général de la mobilité. Pas seulement les transports motorisés, mais un phénomène de mobilité de façon générale pour avoir des villes plus intégrées. Et bien sûr, il faut former ce secteur informel, notamment dans les domaines où on parle de travaux verts en ce moment, d'emplois verts. Il faut former toutes ces personnes, y compris les femmes, à ces travaux verts. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est d'avoir un échange avec nos intervenants et peut-être prendre 5 minutes, parce qu'on a beaucoup écouté dans toute la journée. Donc à la fois pour essayer de se remobiliser, de se repréciser un peu les problématiques qu'on pourrait avoir. Je vous propose de prendre 5 minutes à 2 ou 3, juste avec votre voisin, pour dire par rapport à ces interventions, quelles sont les questions, les problématiques que vous portez et sur lesquelles vous auriez envie d'interroger nos invités. Ça vous va? On prend 5 minutes et ensuite on aura un bon quart d'heure, puisqu'on doit s'arrêter à 17h45. On aura un bon quart d'heure pour échanger à partir de vos questions. La première chose que je voulais dire, c'est d'abord un grand merci à nos 2 intervenants. Ce n'est pas toujours qu'on entend de tels discours et de telles vérités. Ça, c'est un plus pour nous. Et après l'intervention de Hyacinthe, je me suis posé une question. Enfin, il y a une chose que je n'ai pas bien comprise, la question de la transparence. Elle se fait à quel niveau?
Et la deuxième chose, c'est la question de la responsabilité. Vous nous avez présenté une situation réelle, alarmante, mais concrètement, je dirais, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'il y a raison d'espérer ou pas? À quel niveau doit-on situer le point d'attention? Merci. Que faire parmi toute cette situation? Mais je pense que c'est une juste question. Alors, nous, il y avait un point qui nous a interpellés, c'est face à l'ampleur des défis liés au changement climatique et aux injustices sociales, comment relever ce défi dans le temps qui nous est imparti, si on peut dire ça comme ça. Et donc, un peu quel temps il nous reste, si on peut dire, dans un modèle d'économie de croissance. Gaël Giraud, tout à l'heure, a un peu pointé du doigt la décroissance et donc comment relever ce défi pour aller dans ce sens-là. Et on pointait aussi du doigt le fait que quand on a un discours peut-être trop moralisateur, ça fait peur aussi et il y a le risque de démobilisation. Merci. Moi, j'ai pas de question nouvelle à poser. Pas de souci. Oui, c'est-à-dire, on se demandait, il y a eu une liste des choses à faire, le way forward. On voudrait savoir si c'est juste un programme ou s'il y a déjà des choses qui commencent à se faire dans cette liste. Où on en est, quoi, dans le... Moi, je voudrais vous remercier aussi. Et puis, j'avais une question qui concernait l'eau dans les deux pays et même en Amérique latine aussi. En fait, je voulais savoir qu'est-ce qui est mis en place ou qu'est-ce qui peut être mis en place pour un accès à l'eau plus simple. Parce que je sais qu'en Inde, c'est 1/9 de la population qui n'a pas accès à l'eau. Je sais que c'est 1/3 qui n'a pas de toilette. Je sais qu'en France, on utilise 9 litres d'eau par chasse d'eau. Bon, on n'est pas les meilleurs. Mais du coup, je voulais savoir que dans les infrastructures, que ce soit dans les villes ou à la campagne, qu'est-ce qui peut être fait pour que cet accès à l'eau soit le plus simple possible? Parce qu'on a parlé d'éducation, on a parlé d'éducation des femmes, des enfants, etc. Mais je sais que c'est aussi les femmes et les enfants qui vont chercher l'eau. Donc comment est-ce qu'on les éduque s'ils n'ont pas le temps? Voilà. Merci. Merci. Bueno, soy de Nicaragua, Tania, aquí somos. Y solo 3 cosas, ¿no? Donc, peut-être que tout le monde comprend l'espagnol, non? ¿Sí? Bon, ouais. Ah, donc, no. Donc, ils sont, tous les deux viennent du Nicaragua et donc Tania voudrait faire un commentaire sur 3 points, en fait. Hein. 3 puntos. Sí. 3 cosas. Primero, me sorprende las estadísticas de los países de nuestros amigos acá, porque es como una radiografía de lo que es el futuro para Centroamérica y en especial para mi país, Nicaragua, un espejo, ¿no? Una radiografía. Donc tu es étonné des statistiques données, parce que c'est une radiographie qui concerne aussi le Nicaragua, c'est ça? Et quel est ton étonnement? Enfin, ya. Considero importante en el tema de soluciones valorar 2 cosas cuando hablamos del futuro del trabajo. Alors, elle trouve très important de pointer 2 choses en ce qui concerne l'avenir du travail. Principalmente para América Latina y para Centroamérica. Hein, dans le cas précis donc, de l'Amérique latine et surtout centrale, d'où elle vient. El tema de migración rural hacia la zona urbana es cada día mayor. Es una realidad por los migrantes climáticos. Bon, en Nicaragua también. En Nicaragua, sí. Donc, vous avez compris, oui, que c'est une réalité aussi au Nicaragua, présente,
que cette migration de la campagne, de cet exode rural quoi, vers les villes. Algo similar a lo que viven en África y en India. On trouve donc une situation un peu analogue à celle qui a été évoquée en Afrique et en Inde. Pero para ello se necesita tener ordenamiento territorial, políticas de ordenamiento del territorio. No sé si... Donc, dans leur cas, donc, il y a la nécessité d'une organisation territoriale, c'est Yeah. ça, des terres. Eso es inexistente en Centroamérica ahorita. Voilà. Donc, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette organisation, en fait, au Nicaragua. En nuestros gobiernos. Es muy diferente a la realidad de Europa o de Estados Unidos. Totalmente diferente. Tercero, el tema de necesidades de las familias. No es lo mismo. Nosotros somos un grupo privilegiado de personas diferentes a muchas personas que viven en mi país, que no tienen comida, no tienen salud y no tienen acceso a un empleo. Donc la situation, donc Tania et Jairo se considèrent comme faisant partie d'un groupe privilégié de la population au Nicaragua, et elle parle donc des familles et des problèmes des familles, du plus grand nombre des familles qui manquent et de la nourriture et des soins et travail. Sí. Entonces es importante pensar en la solución del futuro del trabajo, viendo las cosas básicas: comida, agua, empleo. Eso. Donc on est dans les besoins vraiment de base. Solamente. Gracias. Et Tania me disait juste, j'ajoute, l'eau del transporte. Ah, si. Oui. En revanche, la population du Nicaragua étant de 7 millions d'habitants, si. En fait, la question de la surcharge en transport, évidemment, n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de pollution, par contre, parce qu'il y a un manque de transport public. Donc, il y a des autobus, donc qui sont très très chargés, mais il n'y a pas autrement de véritable organisation du transport public, ce qui évidemment est aussi un manque pour la population. Si. Merci. Merci de compléter le panorama international par une visite sur le territoire américain et américain central. Est-ce que notre groupe, vous avez des remarques ou des questions? Merci. Les deux cas me posent un problème. Nous avons une organisation qu'on appelle la Toile des Églises Vertes en Afrique. Et parlant des questions de l'eau, des questions de transport, des mines évoquées, les églises se mettent ensemble pour creuser des forages d'eau potable. Mais au même moment que vous creusez en tant qu'association, des autorités politiques, si on détecte de l'or dans la zone, on s'en fout de ce que vous avez investi comme pour vous donner ou la nourriture ou l'eau potable. Et alors, le problème se pose. Ce sont les décideurs, dans la plupart des cas, qui sont en arrière-fond de ce que nous vivons. Le déboisement, vous venez, vous plantez des arbres, mais au moment où les multinationaux arrivent et qu'on trouve qu'il y a des minéraux, c'est le politique qui décide qu'on enlève tout ce que vous avez fait. Alors je pense qu'il y a ce problème, et comme j'ai vu dans l'Église, l'Église parle, mais il y a le politique aussi qui vient décider sur ce qu'on a fait. Merci. Oui. Maintenant, désolé, donc, les gens ne se sont pas présentés. Il y a
une grosse question sur face aux défis, à l'ampleur des défis, que faire? On pourrait être découragé. Et puis on peut avoir des listes. Est-ce que ce sont des programmes, des plans d'action? Voilà, moi je rajouterais un petit point, c'est-à-dire que ce matin on nous a parlé des femmes, des jeunes. Parfois on dit que le changement passera par les femmes. Est-ce que ce sont des plans d'action? Est-ce que ce sont des acteurs privilégiés sur lesquels il faut se concentrer? Et du coup, est-ce qu'il y a une stratégie qui aujourd'hui est un peu partagée? Ou est-ce que finalement il y a énormément de choses et qu'on manque peut-être d'une stratégie commune pour être très efficace et agir très rapidement, comme on nous l'invite aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression, à travers aussi les échanges d'aujourd'hui, qu'une stratégie commune se dessine pour pouvoir aller vite? Et puis il y avait une seconde question sur la question de l'eau. First of all, thank you very much for all your questions from so many people. I appreciate your valued questions and suggestions. Now, just a few questions that I would like to focus on. One thing is the time frame. Of course, we are running short of time, and so that's why I think the conferences like this are trying to bring people who are trying to think about the future. But we have also, we have governments and people, decision makers, as he said, who are working contrary to government, people's interests, and they are promoting corporate interests. So this is a very serious problem. I think in South Asia and everywhere. I think even in many developed countries as well, the problem is the same. The decision makers do not respond to the voice of the people, and they are more catering to those who are, the corporate lobby who has the money. So, what to do? We, from our side, I think what is very important is a strong civil society, and a very strong civil society, very strong people's movements, and as Vandana Shiva said, we have to start politics from below. We cannot rely on our politicians because most, at least from our side, our experience is politicians are really interested in their own interests, either personal interests or corporate interests. So I think we have to really push the agenda from below. I think this is the only way to speed up the process, and also try to do credible research, because now presently all the big data that the government tries to bring out is all manipulated, and trying to we in our country is really facing a serious problem. Organizations, statistical organizations that showed that unemployment rate is highest in 45 years, their report has been not allowed to be published. So this is the way the government works with government statistical agencies. And surely in other countries it will be similar. So I think the people and civil society has to, the role of the people, the role of civil society is very crucial in pushing politics from below. So that is what I would like to say. The other thing is with regard to various suggestions made, whether steps have been taken. Steps are being taken, but whether they are taken at the right pace or not, that is a big question. And that requires more finance. So finance is also important. Our budgets are also important. Our priorities sometimes are extremely skewed. We spend so much money on defense, so much money on
giving subsidies or tax-free regions like special economic zones for industrial areas. We are subsidizing the rich industrialists more than the poor. If little subsidy is given to the poor, there's huge hue and cry about it. When tax breaks are given to the huge corporates, then there is no question raised about it. That's known as, they call that investment. And when subsidies to the poor is a burden. So this is the way they interpret it. As far as the water is concerned, see again, this is a serious question. And now what is happening, since we are a place where we have monsoon, we constantly get rain and so on, there is a lot of efforts made at water harvesting. There's a lot of efforts made at soil and water conservation, watershed development. Again, whether the pace of these measures are enough and the investment made is enough, that again is a big question. But definitely, efforts are being made from the government. Yeah, I think that's all I can say. In case I missed, then you can come in. Le temps est très court, on va laisser Yassin intervenir et ensuite vous. Oui, le temps étant très court, parce que je crois qu'il faut qu'on finisse dans quelques secondes, on va laisser Hyacinthe répondre aux questions. Parce qu'il faut qu'on ait quitté les bâtiments avant 18h, sinon nous dormons ici sur place. Voilà, je vais aller rapidement, certainement. Peut-être certains aspects seront survolés, mais on pourra discuter individuellement. Alors, pour le problème de transparence, c'est une très bonne question et c'est un problème qui est très crucial en Afrique. Et la question, c'est à quel niveau? Alors, la transparence, je dirais, c'est à tous les niveaux, mais en commençant par les communautés locales. Qu'est-ce qu'on remarque? Souvent, ces communautés-là ne savent pas ce qui se passe autour d'elles. Vous voyez, je prends l'exemple dans nos pays, le carburant, par exemple, que nous importons d'Europe. Ce qui se passe, il y a des navires à bord desquels ce carburant est mélangé à des produits toxiques et ça arrive sur les côtes de Lomé. Ensuite, c'est distribué en Afrique de l'Ouest. Très souvent, les communautés ne savent pas ce qu'elles consomment ou ne savent pas ce qu'elles prennent, ne savent pas les enjeux, les conséquences sur la santé. Alors, il faut absolument que ces communautés soient informées de ce qu'elles consomment. Donc, il faut que cette forme d'ignorance des communautés, il faut qu'on leur apporte l'information indispensable. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans nos projets en Afrique de l'Ouest en ce qui concerne le transport. Mais ça touche tous les domaines. Ensuite, il a parlé de la recherche. Il faut de la recherche crédible parce que très souvent, il y a des recherches qui profitent aux grandes organisations et en ce moment, je fais face à de tels problèmes concernant un élément qu'on appelle le manganèse dans le carburant et qui développe des maladies chez les enfants, un peu comme la maladie de Parkinson. Et nous avons de gros lobbies. Généralement, quand les lois deviennent strictes en Occident, alors ces entreprises-là trouvent des marchés vers les pays où nous n'avons pas la capacité de surveiller ou la capacité de mettre en place des politiques face à leurs intérêts. Donc, il faut absolument la recherche et aussi augmenter les capacités locales, mais aussi la responsabilité des pays développés. Voilà, parce que très souvent, il faut que ces pays-là aussi interviennent pour éviter certaines choses, telles que l'exportation des déchets vers l'Afrique. Ça aussi, c'est important, de mettre accent sur leurs responsabilités. Donc, en gros, c'est à plusieurs niveaux. Alors, combien de temps il nous reste-t-il? Il nous reste très peu de temps, ça, nous sommes tous, nous le savons. Alors, surtout auprès des communautés locales, il faut que nous mettions l'accent pour renforcer la capacité de ces communautés-là. Alors, l'accès à l'eau, c'est pertinent
non seulement il faut que les populations aient accès à l'eau, mais en même temps que cette eau soit potable. Parce que souvent cette eau existe dans certains endroits, mais elle n'est pas potable. Et comme je le dis, les populations ne sont pas au courant. Voilà. Je pense que je vais arrêter, on pourra discuter. Bon, il faut qu'on s'arrête. Je pense qu'on ne va pas avoir le... Aurore Chailloux m'indique qu'il faut vraiment qu'on s'arrête à 18h. Donc je tiens d'abord à remercier très chaleureusement et très fortement nos invités pour la qualité de leur intervention et pour cet échange de partage. Merci beaucoup à vous et au plaisir de se retrouver.